La Russie, qui a hérité des armes nucléaires de l'Union soviétique, possède le plus grand stock d'ogives nucléaires au monde. De ce fait, la majorité de ces ogives sont désormais désuètes. Et avec les difficultés économiques de la Fédération de Russie, comment ont-ils réussi à maintenir un arsenal aussi massif? Avec le conflit actuel, la situation s'est aggravée. Le président Vladimir Poutine a récemment affirmé que la Russie était prête pour une guerre nucléaire avec l'Occident. Alors, toutes ces menaces ne sont-elles qu'un bluff? Ou y a-t-il plus à savoir sur l'arsenal nucléaire russe? L'arsenal nucléaire russe pourrait être en train de disparaître. Même si Poutine aime proférer des menaces nucléaires à l'Occident, les capacités réelles de la Russie diminuent. Pendant ce temps, l'innovation russe est au point mort, tandis que les États-Unis avancent à toute vitesse avec leurs dômes dorés. Tout cela soulève la question de savoir à quel point les armes nucléaires de Poutine sont réellement dangereuses pour le reste du monde, et à quoi ressemblera l'avenir de l'arsenal russe. Tout d'abord, pour comprendre l'arsenal nucléaire russe, il faut remonter à l'époque soviétique, car c'est de là que provient la majorité de ces ogives actuelles. Les soviétiques ont testé leur premier engin nucléaire, le Reaktivny Dvigatel Stalina, un an 1949. Ils ont été les premiers à le faire, après que les États-Unis ont bombardé Hiroshima et Nagasaki, dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, choquant le monde et déclenchant la guerre froide. Au cours des décennies suivantes, il y a eu une course aux armements nucléaires entre l'Union soviétique et les États-Unis. Ils ont tous deux élargi leur arsenal et fabriqué des ogives de plus en plus puissantes, combinées à de meilleurs missiles balistiques, sous-marins et bombardiers pour les transporter. L'idée de base était la destruction mutuelle assurée. Tant que chaque camp pouvait anéantir l'autre, aucune incitation à la guerre n'existait, préservant la sécurité des deux camps. À son apogée en 1986, l'arsenal nucléaire soviétique était estimé à environ 45 000 ogives. C'était suffisant pour effacer les États-Unis et l'Europe de l'Ouest de la carte. Les États-Unis possédaient également des milliers d'ogives, de quoi anéantir tous les centres de population de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais dans les années 1970, les deux camps ont compris que ce n'était pas la façon la plus productive de dépenser leur argent, et que cette course aux armements nucléaires pouvait facilement mal tourner. Lors des négociations sur la limitation des armements stratégiques de 1972, les deux parties ont accepté d'arrêter de fabriquer des missiles intercepteurs, rendant inutile la production continue de nouvelles ogives nucléaires. En 1987, les États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques ont convenu de démanteler des milliers de missiles à portée intermédiaire. Et peu de temps avant l'effondrement de l'Union soviétique, le traité révolutionnaire START en a été signé en 1991, réduisant drastiquement le nombre d'ogives nucléaires déployées à 6000. Lors de la création de la Fédération de Russie, son arsenal nucléaire était déjà considérablement réduit et continuait de diminuer rapidement. La situation chaotique de l'époque a accéléré cela. Mais avant d'aller plus loin, si vous pensez que des histoires comme celle-ci, des histoires sur la sécurité mondiale et les réalités cachées, doivent toucher plus de gens, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Votre soutien contribue à préserver les analyses essentielles. L'arsenal soviétique était divisé entre la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan. La Russie voulait être la seule dans la région à conserver un arsenal nucléaire, mais cela nécessitait de nombreuses négociations avec les pays voisins pour le retour ou le démantèlement de leurs armes nucléaires. L'Ukraine possédait en fait le troisième plus grand arsenal nucléaire au monde à cette époque, ce qui lui donnait un avantage stratégique important, même si elle ne disposait pas des codes de lancement, qui se trouvaient à Moscou. Cependant, l'Ukraine a été pressée par la Russie, les États-Unis et l'Europe de céder ses armes nucléaires en échange de garanties de sécurité. L'Ukraine regrette profondément l'absence de garanties de sécurité juridiquement contraignantes aujourd'hui. Aujourd'hui, la Russie menace l'Ukraine avec ses mêmes armes nucléaires, tout en envahissant son territoire. Malgré l'héritage de l'arsenal nucléaire soviétique, dans les années 1990, la Russie n'a jamais pu le gérer correctement. Un arsenal nucléaire est extrêmement coûteux, et dans les années 90, la Russie a connu de sérieuses difficultés économiques. Cela voulait dire qu'elle ne pouvait pas maintenir ni moderniser toutes ses ogives nucléaires et missiles et balistiques. Les États-Unis ont accepté de continuer à réduire les arsenaux nucléaires, ce qui a allégé une partie de la pression sur la Russie. Avec le traité de réduction des arsenaux stratégiques de 2003 signé par George W. Bush et Vladimir Poutine, les deux pays ont accepté de limiter encore davantage leur arsenal nucléaire. D'ici 2012, chacun disposerait de 1700 à 2000 ogives opérationnelles déployées. En 2011, le nouveau traité START a été signé pour remplacer le traité de réduction des arsenaux stratégiques qui allait bientôt expirer. Le nombre d'ogives opérationnelles déployées
a été réduit de 10% supplémentaire à 1550 et un régime d'inspection sophistiqué a été mis en place pour s'assurer que les deux parties respectèrent les règles. De plus, le nombre de missiles balistiques intercontinentaux, de missiles balistiques lancés par sous-marins et de bombardiers lourds déployés a été réduit à seulement 700. Ainsi, le risque d'une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis semblait s'estomper progressivement. Washington s'est tourné vers d'autres menaces comme la Corée du Nord, l'Iran et ces dernières années, la menace grandissante de la Chine. Mais au cours de la dernière décennie, tout a changé. Avec l'annexion de la Crimée en 2014 et l'invasion de l'Ukraine en 2022, la rivalité intense entre l'Est et l'Ouest de la guerre froide a été ravivée. Et les aspects nucléaires de cette rivalité ont également attiré une nouvelle attention, principalement en raison des menaces nucléaires du président Poutine. Poutine avait commencé à s'énerver dès 2007, avant même la signature du nouveau traité START. Les principales raisons étaient les nouvelles installations antimissiles américaines en Europe, visant à contrer les menaces de missiles iraniennes. Mais théoriquement, elles pouvaient aussi détruire les missiles balistiques intercontinentaux russes, ce qui était la véritable intention américaine selon Poutine. Cela pourrait nuire à la dissuasion nucléaire de la Russie et à sa capacité de destruction mutuelle assurée. La Russie a menacé d'une nouvelle guerre froide et de frapper la Pologne pour avoir accueilli une installation de défense antimissile. La Russie n'a pas exécuté ces menaces quand la Pologne a fini par obtenir l'installation des années après. Mais la menace nucléaire de Poutine envers l'Ukraine, pour avoir potentiellement accueilli l'une de ses installations antimissiles, a fonctionné, et l'Ukraine a décidé d'abandonner ses projets. Des années plus tard, quand la Russie a annexé la Crimée, Poutine a encore menacé l'Ukraine d'une riposte nucléaire si elle essayait de reprendre la péninsule. Le président russe allait ensuite étendre ses menaces à l'alliance de l'OTAN. En 2018, il a averti que la menace d'une guerre nucléaire ne devait pas être sous-estimée. Et en 2019, il a dit aux États-Unis « Je suis prêt pour une autre crise de type missile de Cuba, si vous en voulez une ». Peu après, la télé d'État russe a diffusé les cibles potentielles de frappes nucléaires aux États-Unis d'Amérique. Après l'invasion de l'Ukraine en 2022, la situation s'est aggravée. Peu après le début de la guerre, la Russie a mis sa force de dissuasion nucléaire en alerte. La Russie s'est retirée du traité START, mais respecte toujours ses restrictions nucléaires. Pendant ce temps, les menaces nucléaires de Poutine, constamment répétées, ne choquent plus personne. Lorsque quelqu'un menace constamment sans agir, cela rend ces menaces moins crédibles, en particulier les menaces nucléaires, car chacun sait qu'un échange nucléaire mène à une destruction mutuelle assurée. Mais si je vous disais que les paroles de Poutine ne sont pas les seules à être creuses, la véritable capacité nucléaire de la Russie en 2025 pourrait être moins létale que ne le laissent penser les chiffres. Tout d'abord, examinons ces chiffres. Les estimations varient, mais selon la Fédération des scientifiques américains, la Russie disposerait d'environ 5459 ogives nucléaires, dont 1718 sont déployées et prêtes à être utilisées. C'est plus que les États-Unis, qui possèdent environ 5177 ogives nucléaires et 1670 déployées. Dans le cas d'un échange nucléaire hypothétique, cela signifierait que toutes les grandes villes des deux pays seraient anéanties et que des milliards de personnes mourraient à cause de l'hiver nucléaire qui s'ensuivrait. C'est à en faire des cauchemars. Mais cela suppose que la Russie soit réellement capable de lancer l'ensemble de ses 1718 ogives nucléaires. On ne sait pas vraiment si la Corée du Nord peut entretenir correctement ses armes nucléaires, ce qui est pourtant essentiel. Il faut régulièrement inspecter et tester les composants des ogives et les remplacer lorsqu'ils sont dégradés. En parallèle, le tritium, un matériau essentiel utilisé pour augmenter la puissance des bombes à fission, a une demi-vie de 12 ans. Il doit être remplacé régulièrement pour maintenir l'efficacité de la bombe. De plus, il faut maintenir la capacité de lancement, incluant les missiles balistiques intercontinentaux, les sous-marins nucléaires et les bombardiers lourds. Ils doivent être testés, remis à neuf, modernisés en permanence et remplacés sur plusieurs décennies. Les centres de commandement, de contrôle et les capacités d'alerte précoce sont tout aussi cruciaux. Ils doivent être actualisés et assez sécurisés contre les cyberattaques. Pour vous donner une idée de l'ampleur de tout cela, aux États-Unis, le coût des forces nucléaires devrait atteindre 946 milliards de dollars sur la période 2025 à 2034, soit environ 100 milliards de dollars par an. Sur une décennie, cela inclut 228 milliards de dollars pour les sous-marins lanceurs d'engins balistiques, 140 milliards
pour les missiles balistiques intercontinentaux, 193 milliards pour le soutien et l'entretien de l'arsenal nucléaire, et 154 milliards pour les systèmes de commandement, de contrôle et d'alerte précoce. Cela grignote une grande partie du budget total de la défense, qui s'élève à 850 milliards de dollars en 2025. Ce n'est pas seulement les États-Unis qui dépensent beaucoup d'argent pour cela. Au Royaume-Uni, avec seulement 120 ogives déployées sur un stock de 225, ils dépensent 6,5 milliards de livres sterling, soit près de 9 milliards de dollars par an pour leur capacité nucléaire, ce qui constitue une part importante de leur budget total de défense. Pour garder les coûts sous contrôle, ils doivent externaliser une partie de la maintenance, de la conception et des tests aux États-Unis. En France, ils le font un peu moins cher, mais ils dépensent tout de même plus de 6 milliards de dollars par an pour entretenir 290 ogives déployées. En Chine, ils dépensent environ 12,5 milliards de dollars par an pour entretenir leur stock de 600 ogives. Selon la Fédération des scientifiques américains, seulement environ 24 armes sont réellement prêtes à l'emploi, ce qui prouve un point. Les armes nucléaires sont incroyablement coûteuses. Mais en Russie, ils ne dépensent qu'environ 8 milliards de dollars pour les armes nucléaires. Moins que les États-Unis, moins que la Chine, et à peu près autant que le Royaume-Uni. Mais apparemment, ils disposent de 1718 ogives déployées prêtes à être lancées, et presque autant de sous-marins nucléaires et d'missiles balistiques intercontinentaux que les États-Unis. L'entretien de l'arsenal russe est-il donc significativement moins coûteux ? Ou bien est-ce qu'ils font des économies et ne font pas l'entretien qu'ils devraient faire ? Bien sûr, les salaires et le coût de l'entretien des installations sont plus bas en Russie qu'aux États-Unis, mais pas tant que ça, et certainement pas plus bas qu'en Chine, qui dépense davantage. Donc cela ouvre la possibilité que la Russie ne soit qu'un tigre de papier. La Russie possède les armes nucléaires et les capacités de lancement sur le papier, mais il se peut qu'elle n'effectue pas réellement l'entretien et la modernisation nécessaires sur toutes ces armes. Connaissant la Russie, il est possible qu'elle soit forte sur le papier, mais pas aussi forte en réalité. Il est facile de trouver des exemples illustrant cela. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, la Russie aurait théoriquement dû prendre le contrôle de Kiev en quelques jours. La quantité massive de troupes, d'équipements lourds et de puissance aérienne aurait dû submerger les forces ukrainiennes plus modestes. En réalité, la Russie a échoué à cause d'une logistique, d'un entretien et d'une formation extrêmement médiocre. L'une des raisons était la falsification des rapports. Les officiers mentaient à leurs supérieurs sur l'état de préparation et d'équipement de leurs unités, qui étaient en réalité défaillants. Il y avait aussi une corruption généralisée et des détournements de fonds dans les rangs de l'armée russe, en partie à cause des salaires bas. Maintenant, tous ces problèmes pourraient également concerner l'arsenal nucléaire. Le personnel militaire peut prétendre effectuer la maintenance sans vraiment la faire. Tout comme pour les capacités conventionnelles, cela peut amener l'armée russe à prétendre avoir des capacités nucléaires bien plus fortes qu'elle ne les a réellement. D'une certaine manière, c'est plus facile avec les armes nucléaires, car tous espèrent qu'elles ne seront jamais utilisées. Garder les apparences est donc primordial. De plus, la Russie n'a jamais testé de guerre nucléaire. Affaiblie. Après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Russie teste moins fréquemment ses missiles balistiques intercontinentaux, sous-marins nucléaires et bombardiers lourds que les États-Unis d'Amérique. Cela implique une responsabilité et une nécessité d'être prêt réduite. Dans l'ensemble, la Russie pourrait avoir moins d'ogives nucléaires, capables de bombarder les États-Unis et l'Europe, que le chiffre de 1718 ogives déployées. Les chiffres réels sont inconnus. Tout cela n'est que spéculation. Au final, le nombre importe peu, car même si la Russie parvenait à en lancer 1 millier, les conséquences seraient dévastatrices. Comme les États-Unis peuvent anéantir totalement la Russie, nous ne connaîtrons jamais sa réelle puissance. Cependant, il est intéressant d'examiner l'avenir des capacités nucléaires russes. C'est parce que des facteurs comme le vieillissement et le sous-investissement s'accumulent, au point que la Russie pourrait être bien moins effrayante dans quelques décennies qu'elle ne l'est actuellement. Dans certains scénarios, la menace nucléaire russe pourrait disparaître complètement. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de maintenance, mais aussi d'innovation pour maintenir une dissuasion nucléaire crédible. Vous devez disposer de missiles balistiques intercontinentaux de sous-marins, de bombardiers, de défense antimissiles et de systèmes de détection à jour pour être dangereux. La Russie n'a clairement pas l'argent ni les ressources pour tout cela, et ce n'est pas de la simple spéculation. En 2013, la Russie a commencé à travailler sur le gigantesque missile balistique intercontinental, Sarmat, pour remplacer une version soviétique obsolète appelée missile balistique intercontinental Voïvode, qui avait été fabriqué en Ukraine dans les années 1970.
Le missile Sarmata était censé être une arme invincible, meilleure que tous les missiles balistiques intercontinentaux existants de la Russie. Il est censé pouvoir lancer 10 ogives lourdes ou 15 ogives plus légères, toutes indépendamment ciblables en même temps, accompagnées de leurres et de brouilleurs. Il est également censé transporter le planeur hypersonique Avangard, une ogive manœuvrable à grande vitesse qui est presque impossible à intercepter. De plus, le missile balistique intercontinental n'empruntera pas la route habituelle vers les États-Unis via l'Arctique ou l'Europe, mais passera par le pôle Sud, dépourvu de défense américaine. Mais le développement de le missile balistique intercontinental Sarmat ne se passe pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. L'an passé, un essai crucial du missile Sarmat s'est soldé par un désastre. Des images satellites montrent que le missile balistique intercontinental est retombé près du site de lancement, créant un cratère de 60 mètres de large, soit environ 200 pieds en. Évidemment, ce n'est pas infaillible pour une ogive nucléaire. Sur les 4 essais du missile Sarmat, un seul, en 2022, a réellement réussi. Donc, il est clair que la Russie fait face à d'importants obstacles pour fabriquer ce nouveau missile après 12 ans de développement. Le missile devait être opérationnel dès 2018. Vladimir Poutine affirme que le Sarmat est déjà en service, mais cela serait sans précédent vu le peu de tests effectués. Le missile Volvoda qu'il était censé remplacer a été testé avec succès 36 fois avant d'entrer en service. Le gouvernement russe est visiblement en situation désespérée pour de multiples raisons. Le secteur de la défense, en charge de la production et du design des missiles, est affecté par les sanctions internationales. Ils ne peuvent plus vendre leurs produits à l'étranger ni acheter des composants essentiels sur les marchés occidentaux. Les entreprises de défense dépendent maintenant totalement de la Chine pour les puces et les machines. Suite aux sanctions, les fabricants de missiles ont subi de lourdes pertes financières et dépendent davantage de l'endettement pour répondre aux demandes du gouvernement. Pendant ce temps, l'importante fuite des cerveaux en Russie a entraîné le départ de nombreux ingénieurs et de grandes pénuries de main-d'œuvre dans l'industrie, touchant le secteur de la défense. Ces problèmes ne sont pas propres aux fabricants de missiles russes. En général, l'industrie de la défense russe fait face à ce qu'on appelle une stagnation de l'innovation. Et l'un des pires domaines où il peut y avoir une stagnation de l'innovation, c'est la défense antimissile. On n'en parle pas assez souvent parce qu'il est très difficile d'intercepter des missiles balistiques. Mais ce n'est pas impossible, surtout à mesure que la technologie progresse. Les États-Unis ont déjà tenté de mettre en place une défense antimissile pour contrer la menace nucléaire soviétique. En 1983, le président Ronald Reagan a lancé l'initiative de défense stratégique visant à intercepter les missiles balistiques. Le Pentagone étudie des technologies telles que les lasers, les armes à faisceaux de particules et les intercepteurs spatiaux. Par plaisanterie, on a surnommé ce programme Star Wars. Cependant, comme cela absorbait tellement de financement et que la guerre froide a pris fin, il a finalement été réduit. Mais 4 décennies plus tard, la technologie a considérablement évolué. Le président Trump a signé un décret pour construire un dôme d'or, visant à détecter et détruire les missiles balistiques, hypersoniques et de croisière. Si cela fonctionne, cela changerait le monde. La Russie n'aurait plus rien pour menacer les États-Unis. Si la Russie ne développe pas un système similaire, les États-Unis obtiendront un avantage stratégique inégalé. Il existe des arguments convaincants expliquant pourquoi le dôme d'or pourrait effectivement fonctionner. Le dôme d'or prévoit d'utiliser une constellation mondiale de satellites et des intercepteurs spatiaux en orbite terrestre basse pour intercepter les missiles balistiques avant qu'ils ne rentrent dans l'atmosphère. Cette idée avait déjà été proposée sous Reagan, mais aujourd'hui, grâce à SpaceX d'Elon Musk, les coûts sont considérablement réduits. Même s'il peut y avoir des problèmes politiques entre Trump et Musk en ce moment, l'avantage stratégique est indéniable. Avec Falcon 9, le roi des lancements de satellites, le coût par kilogramme de charge utile en orbite terrestre basse est d'environ 2000 à 4000 $. C'est rien comparé au système traditionnel. Avec la navette spatiale, le coût était plutôt entre 60 000 et 80 000 $ ajusté pour l'inflation. C'est une énorme différence, en particulier lors du lancement de milliers de satellites pour créer un réseau mondial d'intercepteurs. Dans les années 80, c'était trop cher. Maintenant, c'est faisable et pourrait même s'améliorer. Le succès du projet Starship révolutionnera le domaine des satellites. La fusée est absolument gigantesque et conçue pour être entièrement réutilisable, ce qui signifie que le coût par kilogramme pourrait descendre à seulement 67 $. Cependant, d'autres estimations plus prudentes l'évaluent encore à environ 200 $, contrairement à SpaceX. Cela ne rend pas seulement les intercepteurs basés dans l'espace réalisables, cela en fait aussi l'option la plus rentable. L'agence de défense antimissile dispose déjà d'un budget de 11 milliards de $ par an, principalement pour lutter contre des nations voyous comme la Corée du Nord et peut-être l'Iran. Pour ce prix,
Les États-Unis obtiennent environ 44 intercepteurs basés au sol, et en réalité, il faut 3 à 5 intercepteurs par missile balistique intercontinental pour avoir une forte probabilité de destruction. Les États-Unis dépensent donc des milliards annuellement pour se protéger contre une poignée de missiles balistiques intercontinentaux. Avec ces mêmes 2 milliards, vous pourriez lancer des centaines d'intercepteurs basés dans l'espace. Tout cela ramène à la Russie. Bien que cela ne rende pas impossible pour la Russie de frapper les États-Unis, cela leur met beaucoup de pression. Cela pourrait même suffire à briser le pays. Pour rivaliser avec les intercepteurs américains, la Russie devrait investir des dizaines à des centaines de milliards de dollars dans la construction et l'entretien d'un nombre croissant de missiles balistiques intercontinentaux. Et la Russie n'a clairement ni l'argent pour cela, ni la capacité de production. De plus, si le Dôme d'Or fonctionne comme prévu, il sera moins coûteux pour les États-Unis d'ajouter des intercepteurs que pour la Russie d'ajouter des missiles balistiques intercontinentaux. La Russie ne pourra donc pas suivre sur le long terme. Pendant ce temps, la Russie peut oublier de fabriquer son propre Dôme d'Or, car elle prend rapidement du retard dans le domaine spatial. En 2024, les États-Unis ont tenté 145 lancements orbitaux. La Chine en a eu 68, tandis que la Russie n'en a eu que 17. Tous ces 17 lancements sont dirigés par des entreprises publiques russes en difficulté comme Roscosmos, qui sont sous-financées et à la traîne par rapport au reste du monde en termes de coûts par lancement. Et comme l'industrie privée est en difficulté en Russie, il est peu probable qu'une entreprise à la SpaceX voie le jour là-bas. La Chine a plus de chances d'imiter les États-Unis avec des intercepteurs spatiaux, mais la Russie ne peut pas se permettre de dépendre entièrement de la Chine pour sa défense. Pour conclure la vidéo, n'oublions pas que la force nucléaire russe reste extrêmement dangereuse. Mais l'arsenal nucléaire de Poutine se détériore déjà, lentement mais sûrement. En fin de compte, il ne sera plus du tout au même niveau que les États-Unis, que ce soit en termes d'échelle ou de sophistication. Si la défense antimissile s'avère efficace, cela pourrait signifier la fin des armes prétendument invincibles de la Russie. À long terme, l'arsenal nucléaire russe pourrait donc disparaître. Pour rester informé sur ces sujets, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé.